Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue pour cette table consacrée au gaming et notamment au marché du PC gaming. Je vais d'abord vous présenter les gens qui sont là. Voilà, Laurent Donzel qui dirige les biens culturels chez GFK. Guillaume Léguillet qui s'occupe du gaming chez Asus. Monsieur Tristan Bruchet qui lui supervise et dirige la partie hardware, PC, IT chez GFK. Olivier Avaro, CEO et fondateur de Blacknut, et Christophe Henner qui est Chief Officer chez Blade pour la solution Shadow. Les deux là-bas sont plutôt spécialistes du cloud, on verra ça tout à l'heure. L'idée en introduction, c'est peut-être de montrer que le marché du jeu vidéo dans le monde n'est pas exactement le marché du jeu vidéo en France. Donc voilà une photo du marché mondial où on voit, et là je laisse éventuellement dont vous allez intervenir, on voit que le mobile représente à peu près entre un gros tiers et la moitié du marché mondial, que le marché console et le marché PC se valent à peu près, ce qui n'est effectivement pas le cas en France. Le marché mobile est évidemment dominé par le smartphone qui fait en fait un tiers de l'ensemble. Je ne sais pas si Sébastien, tu vas présenter des chiffres sur la France après, mais la hiérarchie en France, elle est beaucoup plus claire, c'est-à-dire que ce sont les consoles qui sont en pointe, suivies par les PC et ensuite le mobile. Donc on est sur un schéma un petit peu inversé. Alors c'est une typicité un petit peu française, après typicité renforcée notamment en 2017 par le succès quand même de nouvelles plateformes comme la Switch, qui est essentiellement physique, évidemment essentiellement console, enfin 100% console. Et donc en fait, ce succès-là est venu renforcer cet effet en fait où en pointe du gaming, on va retrouver tout ce qui est console. Donc la domination du mobile, hein, elle est faite pour durer, puisqu'on le voit là normalement en vert, et si on ajoute le bleu de la tablette, en 2020, ça fera plus de 51% du marché. Le marché console est à peu près stable. Le marché du jeu PC, lui, en revanche, il est plutôt sur une pente descendante, toujours au niveau mondial, bien sûr. En termes de poids, il est effectivement sur une pente descendante. C'est un effet dynamique qui est plus forte sur les consoles et sur les jeux pour mobile. Alors après, effectivement, les jeux sur smartphone sont appelés à se développer du fait de l'équipement de ces produits-là, évidemment. Néanmoins, on est encore aujourd'hui sur des phénomènes de complémentarité, puisqu'en fait, les profils de joueurs sur console ou sur smartphone ne sont pas exactement les mêmes non plus. Donc aujourd'hui, on a encore un petit peu de complémentarité entre ces trois écosystèmes, PC, console et j'en oublie un, donc tout ce qui est mobile. Voilà. On est encore sur une complémentarité en termes de profil, à la fois de consommateurs et d'acheteurs. Et je précise qu'on est sur un marché mondial qui, évidemment, est attendu en croissance pour les prochaines années, de l'ordre de dizaines de pourcents par an. Je pourrais vous retrouver ça, j'ai ça. Oui, alors ici. Sur la France, sur tous ces écosystèmes-là, on s'attend encore à une croissance en valeur de 6% cette année. On ne va pas retrouver le niveau de croissance de 2017 qui était exceptionnel, encore une fois avec une nouvelle plateforme. On était sur une croissance à 2 chiffres. Voilà, mais on le verra après. Pourquoi cette domination du mobile? En fait, elle s'explique en large partie par la domination de l'Asie. Il faut bien voir que le marché européen, il représente un quart du marché mondial, quand le marché asiatique représente la moitié, avec une évidemment très forte domination de la Chine. On le verra aussi au niveau des éditeurs et du poids d'un éditeur comme Tencent. Tandis que le marché d'Amérique du Nord, largement dominé par les États-Unis, fait la même chose que le marché européen. Donc voilà le marché mondial des jeux mobiles revenu en milliards de dollars. On voit encore qu'en Asie, la croissance prévue est assez impressionnante entre 2016 et 2018. En Amérique du Nord et en Europe, on est quand même sur une croissance beaucoup plus faible, notamment sur le mobile. Tout à fait. Là, j'ai mis le top 10 mondial des jeux mobiles. En fait, c'est surtout pour avoir une idée de ce que ça représente. Les trois premiers sont entre 1,9 et 1,3 milliard de dollars, et c'est des sociétés asiatiques, Tencent, NetEase, Mixi,
Supercell qui appartient à Tencent, Supercell qui appartient à Tencent. Donc voilà, donc on est vraiment sur un marché. On a King qui appartient à Activision avec Candy Crush Saga qui est numéro 8. Mais là on aussi, a en termes une très forte d'éditeurs, il y a une complémentarité entre les éditeurs très, très typiques sur jeux pour mobile et des éditeurs vraiment plus classiques ou très traditionnels sur la partie PC et évidemment console. Alors, on va le voir aussi justement sur le top 10 mondial des jeux PC. Par ailleurs, alors, il est noté là dans une colonne F2P, ça veut dire free to play, c'est-à-dire jeu gratuit. Et premium, ça veut dire jeu payant. Donc, on s'aperçoit quand même que sur ce top 10, on a 6 jeux gratuits. Et alors, le paradoxe derrière, c'est de voir que ce sont des jeux gratuits qui échappent pour la plupart au retail, puisque c'est du téléchargement, qui génère le plus important chiffre d'affaires. Et on est encore sur des Tencent. Alors Nexon en fait est une entreprise japonaise, mais c'est distribué par Tencent en Chine. Et compte tenu du poids de la Chine, on voit que c'est encore une fois Tencent qui fait le marché. On remarquera aussi, je vais peut-être laisser Laurent commenter ça, voir que ce ne sont pas des titres tout neufs, puisque League of Legends a plus de 10 ans, je crois. Ouais, après, ces typicités-là, alors on le retrouve sur les jeux PC, mais on va retrouver aussi sur les jeux consoles des jeux alors on ne peut pas qualifier d'anciens, mais quand on regarde la structure de top aussi sur les consoles, on va retrouver GTA V qui est présent dans le top depuis 5 ans. Donc en fait, c'est pas une spécificité typique aux jeux pour PC, mais on va retrouver là aussi la différence de profil entre les joueurs sur PC et les joueurs sur console qui sont plus dans l'immédiateté quand même. Donc on va maintenant regarder le marché français d'un peu plus près, avec, voilà. Donc là, je précise la source, il y a marqué une étoile, c'est parce que la source vient du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui donc en fait est un panel GSD GameTrack à panier intelligence à fin 2017. Nous, chez GFK, on est aussi confortable avec ces chiffres-là puisqu'on a les mêmes là-dessus. Donc en réalité, on retrouve là ce que je vous disais ou ce dont on parlait avec Sébastien en préambule. 52% de tout l'écosystème gaming, c'est les consoles, donc plus de la moitié en chiffre d'affaires. Ensuite, on va retrouver les mobiles avec 30% du chiffre d'affaires et le jeu sur PC. Et le PC, en fait, où là, on est essentiellement aujourd'hui en PC sur une dématérialisation des jeux. Le jeu PC en tant que tel, en termes de boîte, c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, ça pèse plus grand-chose par rapport aux plus de 500 millions d'euros du jeu sur PC dématérialisé. Voilà. Je voulais juste passer directement à cette slide, je reviendrai en arrière après, pour illustrer ce que tu dis. Le jeu physique fait un petit tiers et le dématérialisé fait tout le reste puisque le mobile est 100% dématérialisé. Alors attention, là tu es sur l'univers dématérialisé, voilà, oui, un petit tiers, mais c'est tiré par le jeu sur PC. Sur les consoles, on est encore sur un chiffre d'affaires supérieur physique par rapport au dématérialisé. Donc en fait, on va avoir deux pans de marché qui sont en dématérialisation totale, c'est le jeu mobile, et en dématérialisation quasi totale, c'est le jeu sur PC. Et puis en gros, allez, on va dire 60%, 40% physique, 60%, 40% dématérialisé sur l'univers des consoles, mais qui pèse encore une fois le plus lourd sur le marché. Sachant qu'aujourd'hui, la politique des éditeurs est quand même d'encourager les ventes in-game, donc les microtransactions dans le jeu. On vend une fois la boîte et on fait vivre le jeu le plus longtemps possible avec de la vente de contenu in-game. Exactement, et c'est le cas surtout une grande partie des jeux, alors les jeux type FIFA, mais des jeux comme GTA aussi, où on va avoir après des achats intégrés qui représentent encore un chiffre d'affaires additionnel, alors que le jeu est sorti il y a 5 ans, qui se vend encore très très bien en boîte, et qui génère un chiffre d'affaires colossal aussi sur tout ce qui est achat intégré. Donc là, pour ce que tu disais tout à l'heure, on voit que le software console et le hardware console sont en très forte évolution. On est évidemment versus 2016, quand sur le marché du PC gaming, c'est pas le cas. C'est non communiqué parce que le CEL n'a pas recalculé tout le marché hardware pour 2016 pour évaluer la progression. Pour être franc, on avait tendance à sous-estimer le chiffre d'affaires sur le PC gaming. On manque d'informations granulaires sur l'univers du PC gaming, sur l'univers du PC mobile aussi, pour estimer vraiment à l'unité près les ventes sur ces univers-là. C'est pas le cas sur l'univers des consoles. Et en fait, encore une fois, l'univers des consoles en 2017, il est extrêmement atypique. Nouvelles consoles et des plateformes de dernière génération qui ont aussi extrêmement bien fonctionné. J'attire l'attention sur le fait qu'il y a une grande complémentarité partout dans le jeu vidéo et dans l'univers des consoles. Une nouvelle plateforme a très très bien marché. On pourrait dire qu'elle était à vocation plus familiale
c'est la Switch, et d'autres plateformes comme la PS4 ou Xbox qui ont encore bien performé sur l'année 2017. Donc là aussi, il y a des complémentarités entre une console plus typée familiale et des consoles qui vont rechercher peut-être plus la puissance et le hardcore gamer. Et alors là, voilà. Pardon, on a le top 10 des ventes, donc c'est des communications sell. Alors là, je vais prendre la responsabilité de ce calcul. Quand on additionne, on a le chiffre d'affaires qui apparaît. On est évidemment en euros. Quand on additionne les chiffres d'affaires du top 10 des jeux PlayStation 4, on atteint à peu près 120 millions d'euros. Quand on additionne les jeux Switch pour une console qui est sortie en mars de l'année, on dépasse les 80 millions d'euros. Et la Xbox, on le voit, fait 10 millions d'euros avec un jeu Electronic Arts. Ça donne une idée, alors un peu faussée quand même, du parc de ces différentes consoles. Je crois qu'aujourd'hui, même si on ne peut pas trop communiquer là-dessus au niveau de GFK, la Switch est en train de dépasser la Xbox ou de rejoindre la Xbox qui elle est sortie il y a bien plus longtemps. Ouais, c'est un secret de polichinelle. Moi je m'étendrai pas plus là-dessus. Après en termes de commentaires, on voit que FIFA comme d'habitude est numéro 1. Voilà. Y a un retour en forme de Call of Duty. La version précédente en 2016 avait un petit peu moins bien performé. Et comme tu le soulèves, gros succès de la Switch qui place ces 4 titres phares dans le top 10 annuel. Et comme tu le disais, GTA est numéro 8 pour un jeu sorti il y a 5 ans, en 2013. Ouais. Maintenant, je pense que Tristan va pouvoir nous parler du marché hardware et du marché du PC gaming. Je pense que le paradoxe est assez intéressant parce vous venez de pointer que le jeu mobile se porte extrêmement bien par rapport à un jeu PC qui finalement, en apparence, est plutôt en difficulté. Or, il n'en est rien et il a plutôt, à l'inverse, tendance à dynamiser le marché du PC et du hardware au sens large, qui est un marché plutôt moribond en ce moment. Donc, alors j'ai quelques slides à vous montrer. Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans un contexte de vieillissement du parc informatique, parce qu'il y a eu un certain nombre de concurrences d'autres form factors que sont les smartphones et les tablettes. Et donc, petit à petit, les Français ont eu tendance à ralentir le rééquipement de leur PC. Et donc ça, c'est le contexte actuel au sens large sur le marché informatique. Et pour vous donner un ordre d'idée, ce que l'on pense et ce que l'on voit de plus en plus, c'est qu'on a des Français qui ont tendance à attendre de plus en plus les périodes promotionnelles pour se rééquiper. Donc ils ont besoin de se rééquiper sur un produit qui est devenu finalement un produit un peu de commodité, et pas forcément un produit frais comme ça a été par le passé. Et ici, vous avez l'évolution des ventes en volume semaine après semaine. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a les périodes de soldes d'hiver ou les périodes du Black Friday ont été des périodes extrêmement dynamiques en termes de volumétrie de vente. Et ça correspond en fait à des actions promotionnelles assez importantes. Donc on a des consommateurs français qui attendent de faire une bonne affaire. Le point positif sur le marché du PC, finalement, c'est qu'au moment de renouveler, on a des consommateurs qui vont plutôt faire moins de concessions sur le type de produit qu'ils vont acheter et acheter des produits avec des spécifications plus importantes dans l'espérance de pouvoir le garder plus longtemps et avoir un maximum de performance avec celui-là. Juste une chose, quand tu as marché PC Desk, c'est évidemment sans écran. Donc j'imagine que le 0300, il est essentiellement composé de tours entrée de gamme. Pas que, non. Sur la partie gaming, on a du desk gaming qui est vendu à plus de 600, plus de 700 euros. Donc le 0300, on trouve de tout. Ici, là, je suis pas que sur le gaming. L'idée, c'était de vous faire une introduction sur le marché, le contexte global du marché du PC. Autre point intéressant dont vous en avez parlé un peu, je pense que le véritable vecteur de croissance de l'industrie, c'est l'essor du e-sport. Et qui est un phénomène assez récent, ou en tout cas qui est en train d'exploser aujourd'hui. Le e-sport, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo. C'est un phénomène mondial, durable et structuré. Je pense que c'est important de le rappeler. Et ici, vous avez quelques sources, issues de Webedia, quelques données qui, je pense, peuvent vous permettre de bien comprendre le phénomène. League of Legends, ça a rassemblé plus de 36 millions de visiteurs, de spectateurs, quand le Grand Prix de F1 de Monaco en rassemble 25 millions.
Il y a énormément de fans aussi de ce type de sport, e-sport, et puis les prize money sont extrêmement importants. Donc on est vraiment sur un phénomène de fond extrêmement important, et qui est en particulier avec un autre point, un univers qui reprend des codes du sport traditionnel avec des véritables stars reconnues et des influenceurs comme on peut l'avoir dans le sport classique. Et je précise juste que demain, même heure, même endroit, il y aura une table ronde sur le e-sport, justement, avec des e-sportifs et toute l'équipe de Webedia Gaming. Et dernier point qui me paraît important sur la vague e-sport, c'est tout l'aspect communautaire et réseau social qui a décollé avec Twitch, qui aujourd'hui est clairement un vecteur de croissance pour l'ensemble de l'industrie, parce que ces gamers en fait incitent d'autres gamers à s'équiper avec des produits identiques et à jouer de plus en plus. Donc c'est un écosystème créateur de valeur pour de nombreux marchés. Le marché du PC, donc c'est à peu près 500 millions d'euros, une croissance de 10%. C'est à peu près 12% des volumes de PC, et surtout c'est un prix moyen qui est de l'ordre de plus de 1000 euros, qui est 2 fois supérieur à celui du marché. Je voulais juste qu'on précise la définition du PC gaming dans la nomenclature de GFK. Un PC gaming est un PC qui a une carte GTX R9 et un GPU dédié qui permettent d'avoir une expérience gaming complète. Je voulais peut-être rajouter. Oui, c'est vrai que c'est très important de préciser cette définition, parce que un PC gaming, la définition est pas forcément, se rattache pas que à la carte graphique. Alors c'est vrai que c'est plus facile à traquer dans des statistiques, mais un PC gaming c'est avant tout aussi pour une communauté, c'est avant tout adressé à des gens qui vont l'acheter. Et je pense que c'est très important de différencier, nous en tant que fabricants en tout cas, les vrais gamers, on va dire le gaming, le hardcore gaming, la personne qui va passer 8 à 10 heures par jour sur son ordinateur, d'une personne qu'on va appeler plutôt casual gamer, qui va lui jouer de manière très occasionnelle ou de manière prolongée, mais à différents types de jeux. Donc c'est pour ça que sur ce marché, pour nous, il est très intéressant et très important d'avoir une granularité plus fine en termes de distinction de notre cible, qui sont les gamers, puisque aujourd'hui, tout le monde est gamer. Si on sort son téléphone mobile, on est gamer. C'est vrai, et à la fois, c'est pas tout à fait très précis. Donc c'est pour ça que nous, on essaye aussi de différencier les différents types de gamers en fonction de leur hardware, surtout en fonction de leur jeu. Ça va vraiment être en fonction de leurs habitudes qu'on va aller différencier les gamers, en fonction de leur type de jeu, en fonction du temps qu'ils vont passer sur les jeux. Et donc ça, c'est important. Donc c'est vrai que là, on voit le marché gaming, et tu l'assimiles, c'est vrai, à la GTX. Il est un peu plus aussi, il est un peu plus structuré et un peu plus mystérieux que le ramener uniquement à la GTX. Alors, j'en profite justement chez Asus. Comment vous définissez un PC gamer? C'est forcément qu'il est forcément sous la marque Republic of Gamers. Exactement. Donc c'est la marque ROG, la marque chez Asus, qui est la marque le phare pour le gaming, qui est une marque qui est travaillée depuis une dizaine d'années aujourd'hui, même 11 ans d'ailleurs, on a fêté les 11 ans en 2017. C'est une marque qui est vraiment orientée gamer, et pour le coup qui est vraiment une marque qu'on adresse aux fans du gaming hors casual. C'est-à-dire que vraiment on va équiper ces produits-là de tout notre savoir-faire. On va les équiper, on va sortir, si vous voulez, de la définition du gamer qu'avec seulement une GTX. Et notre discours, il n'est pas de dire vous avez la dernière GTX ou la dernière RR9. Vous avez aussi des fonctionnalités qui sont beaucoup plus avancées, beaucoup plus intéressantes, peut-être moins marketing, moins faciles à marketer. Et c'est là tout le challenge pour nous, c'est d'aller aussi expliquer que ce PC-là, par exemple, va avoir un écran extrêmement important, un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui va permettre d'avoir une image hyper fluide, qui est aujourd'hui une fonction très recherchée par justement notre cible, qui est ce hardcore gamer, qui est cette personne qui suit le e-sport, qui participe au e-sport, qui intègre une équipe, qui joue en ligne un nombre d'heures incalculable. Tristan, je te laisse reprendre. Donc le gamer, évidemment, aujourd'hui il est complexe à traquer. On a des études qui sont plus des études consommateurs qui nous permettent de savoir qui est le gamer. D'un point de vue technique, la meilleure manière de mesurer
Un PC gamer aujourd'hui reste d'utiliser la fonction carte GTX et un GPU dédié, ce qui nous permet de donner une taille de marché. Évidemment, les utilisations peuvent être différentes et notamment les typologies de châssis peuvent changer et ne sont pas forcément destinées à un public gamer aussi. Bon voilà, en tout cas, je pense que ce qui est important de noter, c'est que le gaming crée de la valeur, en tout cas notamment par le prix. Un prix qui est 2 fois supérieur au marché, c'est un relais de croissance pour l'ensemble de l'industrie. C'est un écosystème vertueux aussi pour la partie périphérique, qui a généré 140 millions d'euros cette année, là aussi en croissance de 10%. Et là aussi, le gaming permet de valoriser 2 à 3 fois un produit qui n'est pas gaming. Donc ça, c'est... On trouvera la même chose sur les casques, j'imagine? Ou le casque est forcément gaming? Le casque gaming, on n'est pas sur ces mêmes rapports. Parce que le casque en soi, le casque PC est un casque gaming. Donc c'est pour ça que dans ce sens-là, c'est difficile de comparer un casque non gaming d'un casque PC gaming. Je pense que c'est vrai que tu as raison. Le casque gaming, là, quand même, pour le coup, est vraiment destiné à une population qui est plus faible en termes d'utilisateurs, qui est vraiment une population spécialisée. Donc la croissance, c'est vrai elle doit être moins importante. Je rebondis, c'est vrai, sur l'écosystème. C'est très très important, effectivement. Tout cet écosystème, tous les souris, les claviers, alors les casques dans une moindre mesure, effectivement, ont connu un boom. Et tout ça, c'est lié effectivement au boom du gaming et au boom surtout de l'e-sport. C'est vrai que l'e-sport, tu as raison, est vraiment au cœur de cette croissance. Juste, j'ai encore 2 slides pour finir d'ouvrir le débat. Un point sur les casques de réalité virtuelle, parce que là aussi, il y a eu un vrai sujet sur est-ce que ça va dynamiser le marché. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas de raz-de-marée sur la VR. Néanmoins, on est sur plus de 400 000 pièces, de la croissance, un marché qui doit se créer avec du contenu et des usages à créer. Mais voilà. Sur la VR, c'est sûr qu'il manque encore beaucoup de contenu. Il y a Oculus qui devrait arriver, donc Facebook, avec un casque à 2,99 a priori. Je crois qu'il n'y a rien d'officiel, mais on a tous entendu la même chose. Sony vient de baisser de 100 € son casque PlayStation. On verra bien à partir de la rentrée si vraiment ça va se rebooster, mais pour l'instant, c'est vrai que ça reste un marché assez confidentiel. Quelques tendances depuis le début de l'année, pour vous donner un peu de perspective. Eh bien, les tendances sont plutôt bonnes en volume et en valeur, donc ça c'est plutôt intéressant, alors qu'on avait vu une fin d'année assez difficile. Néanmoins, ce qu'il faut noter, et les points d'attention, c'est le prix moyen. Depuis le début de l'année, on a des baisses de prix de l'ordre de 6-7%, et tout l'enjeu, c'est comment maintenir la valeur, parce qu'on a de plus en plus d'autres typologies de produits qui arrivent. Notamment parce qu'on est sur un potentiel de croissance qui est peut-être aussi de plus en plus limité. Alors la cible des true gamers, nous on l'a déterminée, on pourra en discuter sur une typologie de jeu, mais aujourd'hui typologie de jeu joué et une fréquence de jeu et une durée de jeu. Mais on estime que les vrais gamers, c'est environ 30% des Français aujourd'hui. Et on est sur une tendance qui date depuis 2 à 3 ans d'équipement des true gamers en vrai PC. Et on voit que le potentiel est peut-être un peu moins important que par le passé, il faut faire attention. Sur des cibles qui sont très aisées, masculines, mais qui sont pas, qui représentent 30% du marché. Les armes ne montent pas jusqu'au ciel. J'ouvrirai aussi en disant qu'il y a un certain nombre de relais exploités qui sont le châssis gaming, mais pas uniquement. Pourquoi on peut avoir aussi des PC et des gamers qui sont des casual gamers. Juste en corrélation avec ce que tu viens de dire, on est typiquement sur la personne qui va travailler de l'homme actif, enfin 59%, c'est ça, qui va peut-être avoir besoin d'un PC pour venir ici travailler, mais qui veut aussi pouvoir jouer dessus à la maison. Et c'est pas forcément évident de se pointer en réunion avec un PC, même s'ils sont très jolis, de très, très typé gamer, quoi. Celui-là, c'est pas le mien. Et puis de nouvelles tendances avec le shadow gaming, mais aujourd'hui on a peu de chiffres pour le mesurer, mais vous allez certainement nous en parler, un avenir peut-être radieux. Certainement. Voilà, donc juste avant qu'on aborde le côté cloud rapidement, au niveau de Asus, comment vous faites pour conserver la valeur, essayer de faire monter les gens en gamme en type de communication et en type de produits?
C'est vrai, là c'est vraiment tout l'enjeu. Tout l'enjeu en ce moment, c'est de conserver cette valeur, tu l'as bien dit, attention à la valeur. Encore ce matin, je voyais un ordinateur portable catégorisé comme étant gamer à un prix assez indécent sur un site internet, avec une belle promotion. C'est aujourd'hui tout l'enjeu de ce marché, c'est vraiment d'arriver à conserver cette valeur. Et là, il n'y a pas de 36 moyens, c'est l'innovation, c'est des fonctionnalités supplémentaires, des fonctionnalités utiles. Parce que je vous rappelle qu'on s'adresse aux vrais gamers. Quand on communique avec nous, en tout cas chez Asus, on communique avec la marque ROG. On s'adresse à des gens qui sont connaisseurs. Pour le faire simple, le bullshit marketing, il est très compliqué à tenir avec cette cible. On se fait vite détruire, on a vite des mauvais commentaires, on a un peu un bad buzz dès qu'on appuie trop sur du marketing accessoire. C'est pour ça que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment prendre de plein fouet et d'accompagner cette vague du e-sport qui est très intéressante puisque, tu l'as dit, le e-sport est en passe de devenir ou est déjà quasiment le sport le plus diffusé, le plus regardé au-delà des sports traditionnels. Donc on a, nous, cette volonté d'accompagner ce e-sport avec des partenariats stratégiques, partenariats d'équipe, des partenariats sur des événements de e-sport. On a aussi une belle initiative qui s'appelle la Rock School, qui est une belle histoire, c'est d'aller faire un peu une Star Academy du gaming, c'est-à-dire recruter des gens qui veulent devenir professionnels du gaming et donc les faire évoluer au sein d'une maison, les nourrir, les loger, les blanchir et puis aussi les entraîner, les faire participer à des compétitions, monter une équipe et les voir évoluer. Donc on a beaucoup d'outils marketing pour effectivement valoriser ce travail et cette volonté d'aller accompagner dans le e-sport. Maintenant, l'autre accès, c'est évidemment, je vous en ai parlé, c'est l'innovation produit. Et aujourd'hui, quand on s'adresse à une vraie cible de gamer, et ben, l'innovation produit, ça va être celle qui lui parle, ça va être celle qui va lui être utile. Il y a encore 2 semaines, j'étais justement en train de discuter avec les gens qui ont intégré cette Rock School et je leur posais la question, un peu candidement, toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te motiverait pour acheter un ordinateur portable? Ce serait quoi pour toi le point clé? Tout de suite, on m'a répondu, c'est l'écran. L'écran qui est un point d'entrée qui est assez non vu, enfin, qui est à la fois indispensable et à la fois dans les spécifications techniques. Quand on rencontre nos clients, quand on rencontre nos acheteurs, c'est pas quelque chose qui les émeut, c'est pas quelque chose sur lequel ils vont aller mettre l'accent. Or, c'est quand même le point le plus important. Et donc, nous, on a décidé d'aller chercher des fournisseurs de dalles d'écran qui sont des écrans avec des très très forts taux de rafraîchissement, donc du 144 Hz. En comparaison de ce qu'on fait aujourd'hui en 60 ou en 120 Hz, il y a un gap de fluidité. On va aller chercher des écrans aussi avec des designs à bord fin. Donc un renouvellement visuel, un renouvellement de design. Mais le bord fin veut dire aussi un allègement du châssis. On va aller chercher des meilleures autonomies, on va aller chercher des claviers plus résistants. Et on va réussir à rester dans quelle gamme de prix? Enfin, sans descendre trop bas, mais sans non plus être inabordable. Aujourd'hui, la gamme ROG, elle est entre 1 199 € et 4 999 €. On va aussi du coup nous créer une autre gamme qui va être la gamme Ultimate Force pour aller chercher justement ces access gamers, ces casual gamers. L'idée évidemment étant de rester dans le bon prix. Le bon prix aujourd'hui pour un PC gaming qui est capable de tout faire, c'est à peu près entre 1 299 € et 1 599 €. C'est à peu près nos prix qu'on vise sur les marchés de l'e-sport. Ça va me faire une transition. Je pense peut-être avec juste Christophe, si tu peux commencer, parce qu'on attaquait par le prix. Moi, j'ai fait le calcul. Je crois que l'abonnement, si je prends 12 mois, il me revient, j'ai plus ça là, 300 et quelques. C'est 29,90 multiplié par 12, c'est pas compliqué. C'est ça, 360, on va dire. Donc là ou l'autre comme vous voulez, pour expliquer vos solutions de cloud gaming qui sont tout à fait différentes, puisque Blade va être plutôt avec sa solution Shadow sur le hardware, tandis que Black Knot est sur une solution totalement... Complètement. Bon, du coup, je vais commencer. Donc Shadow, le produit qu'on fait, en fait, c'est un service même. Le principe de base, c'est de se dire que
toute la capacité de calcul qu'il y a localement, que ce soit dans un téléphone, un ordinateur portable ou un ordinateur desktop, avec l'évolution de l'infrastructure, en fait, n'a plus de raison d'être local et peut être déporté dans un data center. Et c'est ce qu'on a fait. Tout l'intérêt de ça, c'est que du coup, on est capable de proposer un ordinateur avec des très bonnes performances comme un service, donc avec un abonnement. Et dans l'abonnement, en fait, d'inclure le fait que les pièces ne vont pas casser, que quand il y a un changement de génération, on va faire le renouvellement nous-mêmes, que du coup, il n'y a pas le souci de je renverse un verre d'eau dessus et j'ai tout perdu, il n'y a plus rien qui marche. Ça ne peut pas arriver puisque c'est dématérialisé. Et et comme on l'a vu, en fait, la cible, c'est plus ou moins moi, donc le trentenaire jeune actif qui aime bien jouer, du coup, qui aime bien jouer des fois au bureau entre midi et deux, ou des fois chez moi, ou quand je pars en déplacement, ou je vais pas me trimballer tout le temps mon PC. Du coup, là, le fait que ce soit dans un data center, j'y ai accès juste avec une application, et j'y accède dessus avec mon téléphone portable, une tablette, un autre ordinateur, donc typiquement mon ordinateur de bureau qui est une rogne pour jouer. En termes techniques, j'ai dans le data center un espace qui m'est dédié et avec une carte graphique, un pros qui me sont dédiés. C'est pas partagé avec d'autres. Donc la carte graphique, non. Alors pour les processeurs, comme c'est des processeurs serveurs, ils sont partagés, mais c'est des processeurs qui font 26 cœurs, sachant qu'un processeur dans un PC normal, ça va être du 2, 4, 6 cœurs généralement. Voilà, donc les cœurs sont dédiés, mais voilà. Mais après, oui, c'est entièrement dédié. Ce qui est une des grosses différences, parce qu'il y a d'autres acteurs. J'ai mon propre rack quelque part dans le data center. C'est exactement ça. Et c'est une des grosses différences qu'on a avec d'autres acteurs qui essaient de plus ou moins faire la même chose, ou qui ont par le passé essayé de faire la même chose, comme on peut se souvenir de OnLive ou de Liquid Sky actuellement, en gros, qui prennent des technologies qui existent et qui les mettent tout ensemble, les font fonctionner et partagent les ressources, et utiliser du NVIDIA Grid par exemple qui partageait, et du coup les performances étaient déjà pas top, et plus il y a de monde dessus et moins ça marchait bien. Là où nous on a pris le pari inverse de dire on va faire un produit de qualité, donc avec des taux de marge beaucoup plus faibles, donc avec la joie de devoir piloter ça de manière assez millimétrique, mais de l'autre côté par contre nos utilisateurs ils ont un abonnement et ils veulent y accéder à 2h du matin, ils ont accès à leur PC, ils veulent y accéder 14h dans la journée, ils ont accès à 14h dans la journée, c'est leur PC, ils font ce qu'ils veulent et ils ont accès comme à leur PC à eux. Donc il y a une solution également avec une boîte qu'on a aperçue là tout à l'heure sur la dernière slide. Donc quelle est la différence ? Il n'y a pas de différence en fait, la boîte est un accessoire. Donc aujourd'hui, nous le principe c'est le PC est à distance et on y accède de plusieurs manières. Donc la principale manière c'est avec des applications. Mais également pour les gens par exemple qui avaient déjà acheté écran, clavier, souris, qui étaient super bien équipés avec des super écrans 4K mais qui ont leur tour qui a cramé, ils achètent la boîte et en fait ils peuvent connecter écran, clavier, souris sur la boîte et ça remplace leur tour. Ou pour des gens qui veulent jouer en fait en mode plus salon et qui ont une super télé mais qui n'est pas une télé Android, donc du coup qui ne peut pas avoir l'application Android, ils branchent la boîte sur la télé et du coup ça leur permet d'utiliser l'ordinateur et en tout cas l'environnement directement sur la télé. Donc la boîte est un accessoire pour connecter un écran qui ne l'est pas normalement. Alors ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure au niveau du PC gaming, desktop ou tour, c'est que les ventes se font majoritairement sur Internet. Vous êtes essentiellement sur votre site, mais vous commencez à travailler avec des enseignes, parce qu'on est là au Medpi. Alors on ne vend que sur notre site aujourd'hui. On a une enseigne avec laquelle on va travailler, on va parler dans les jours qui viennent, mais c'est très très spécifique. Globalement, nous on a une problématique, c'est qu'on on amène une mutation du marché qui est extrêmement forte, où pour un revendeur qui vendait un PC qui allait entre 800 pour les premiers entrées de prix à 4000 € et où il prenait X% de marge et le X étant plutôt élevé, nous on arrive avec une solution, on leur dit bonjour, c'est 30 balles par mois. Du coup le calcul pour eux à court terme est assez simple, c'est qu'il y a une perte tout simplement de valeur immédiate sur une vente de PC, donc il y a une complexité à travailler avec eux. Et on se retrouve, c'est un peu les discussions que j'ai eues avec eux. Ce que j'ai expliqué, c'est pour moi on se retrouve un petit peu dans la discussion sur la musique ou la vidéo il y a 10 ans, une dizaine d'années, vraiment au tout début, où les gens qui arrivaient, enfin en tout cas à l'époque il n'y avait pas d'offres légales, mais s'il y avait des offres légales, ils auraient exactement le même problème, où il y aurait eu la discussion de je vends un abonnement Netflix à 10 balles ou tu vends un DVD à 50 balles, puisqu'à l'époque c'était plutôt 50 balles que 20, que ce soit tous les revendeurs en fait ont dit non et ont essayé de sauvegarder leur marché physique. On voit ce qui s'est passé, ils se sont plutôt cassés les dents. Donc du coup nous on est plutôt on est dans la discussion, on essaie quand même si c'est compliqué, parce qu'il y a quand même un enjeu économique immédiat, nous on aimerait bien réussir à faire quand même aussi faire évoluer et accompagner l'évolution du marché. Alors Olivier, votre solution elle est tout à fait différente, puisqu'il n'y a pas de hardware du tout. Tout à fait, en fait, de la même manière que Shadow en fait virtualise le PC et le met dans le cloud, nous on est une offre plutôt comme Netflix ou Spotify, c'est-à-dire qu'on amène un catalogue de jeux et on le met à disposition aussi dans le cloud pour l'ensemble des joueurs.
Et donc j'aimerais bien revenir sur la différenciation qui a été faite, même si elle est un peu caricaturale, hein, entre le hardcore gamer qui va aimer finalement ce hardware, aller dans la performance, vouloir peut-être sentir l'odeur du plastique aussi, aimer en fait son jouet, qui représente donc selon les statistiques entre 10 et 30% on va dire du marché, donc plutôt 30 selon JFK, mais ça dépend à quel niveau on met le hardcore du hardcore. Et la partie casual qui lui en fait c'est un joueur, oui, il joue à plusieurs jeux, il est pas forcément attaché à un hardware spécifique, il est plutôt attaché à son expérience de jeu, il va en découvrir plusieurs et tout ça sur en fait plusieurs terminaux. Donc effectivement il y a cette différence de profil qui est assez importante et ça constitue à peu près entre 30 et 40% du marché des joueurs, hein. Donc c'est pareil selon les chiffres JFK, si on dit qu'il y a à peu près 60% de la population française qui joue, selon la SNJV c'est plutôt 70%, si on a 30% en fait de hardcore gamers, et selon l'IDAT on n'en parle pas. Voilà, on a 40%, 40% à peu près de joueurs casual. Alors c'est vrai que là, ces joueurs casual, ou enfin même les joueurs en général, sont touchés par un certain nombre d'évolutions sociales, techniques, économiques. Sociales, c'est cette généralisation de l'accès finalement en illimité à tout un catalogue de contenus. Donc on voit qu'effectivement, que ce soit pour la musique ou sur la vidéo, qui sont des médias complètement dématérialisés, le jeu est en train de rentrer dans ce mode-là. On voit que les plus gros éditeurs, enfin que ce soit aussi Microsoft, vont vers de l'abonnement, même si c'est encore du téléchargement. C'est quelque chose que j'ai oublié de dire en introduction de la partie cloud, c'est qu'effectivement Sony avec le PS Now a commencé un système pour le coup de streaming total. Tout à fait. Microsoft avec Xbox, j'ai un trou Pass. Là c'est du téléchargement, mais vise également à proposer même ses propres jeux le jour de commercialisation en abonnement via le Xbox Pass. Voilà. Donc ces deux géants du jeu vidéo qui ne sont pas du PC se dirigent également vers des solutions de streaming, de cloud, de téléchargement. Donc ça a l'air effectivement d'être une tendance de fond, d'aller vers le streaming. Et contrairement à l'audio et la vidéo qui étaient assez simples à délivrer en streaming, parce que finalement c'était juste un flux, le jeu a cette particularité qui nécessite un CPU ou un GPU pour les jeux les plus puissants. Et donc ça, pour rendre ça possible, il fallait des évolutions technologiques et que le CPU ou le GPU soit disponible sur le cloud, et ça dans des conditions économiques qui puissent le permettre. Et donc comme l'a mentionné Christophe, c'est effectivement toute une partie de plaisir de faire cette optimisation économique. C'est encore un des sujets, mais on voit que c'est des choses effectivement qui maintenant deviennent possibles. C'est le côté Excel du jeu vidéo, ça. Tout à fait. On adore, on a les mêmes jeux, je pense, à ce niveau-là. Voilà. Mais globalement, que ce soit sur des évolutions sociales, donc d'usage, que ce soit des évolutions techniques, donc le CPU, le GPU dans le cloud, et la dimension économique, c'est-à-dire que maintenant, c'est possible d'accéder à du CPU et du GPU assez puissant pour faire tourner des jeux dans le cloud. Tout ça semble devenir une réalité. Voilà. Et donc si on regarde l'impact que ça peut avoir sur le monde des PC, je voudrais revenir sur un slide intéressant de JFK, si vous me permettez. C'est un slide intéressant qui montre en fait les évolutions des PC en niveau de prix. Il y avait 3 couleurs. Et donc on voyait finalement que les PC milieu de gamme, voilà, c'est celui-là. Donc si vous regardez, celui-là est vraiment très intéressant parce qu'on voit que les PC haut de gamme ont plutôt tendance à croître en termes de volume, que le milieu de gamme est complètement écrasé et que le bas de gamme en fait augmente. D'accord ? Donc les PC finalement à moins de 300 € en termes de volume est en train de monter. Donc ça, si on remet ça dans notre typologie de gamer, on peut dire qu'effectivement une personne qui soit un profil plutôt hardcore gamer, il va quand même aller encore dans ses PC haut de gamme, c'est ça qu'il va aller chercher. Avec le petit bémol près quand même, c'est que comme il y a cet aspect social de dire j'aime bien avoir tout partout, je vais peut-être aller vers du dématérialisé à la Shadow, quoi. Donc ce que ne me permet pas en fait le PC lourd. Et si on regarde la partie casual, c'est des gens qui vont plutôt s'équiper justement sur ces PC d'entrée de gamme, qui vont vouloir jouer. Enfin, ils achètent en général ces PC pour faire du web, du Netflix, etc. Et donc là, avec Blacknut, avec notre solution de jeu en streaming, on va enabler, en fait, on va permettre le jeu vidéo sur ces PC-là. Voilà, et on va amener en fait un catalogue pour la cible casual, qui est en fait la cible complémentaire de la cible qu'adresse, on va dire, Shadow avec les PC plutôt hardcore. Et c'est d'ailleurs ce qu'on démontre avec Schneider sur le centre. Je vous invite à venir nous voir. On a une démonstration de comment, sur des PC justement d'entrée de gamme, de qualité,
on délivre nous cette expérience de jeu vidéo casual avec une cible plutôt famille, plutôt généreuse, plutôt des jeux on va dire voilà sympa, on n'est pas dans de gros jeux et tout ça pour tout le monde et pour un prix abordable. Moi j'avais une question, quel est votre positionnement par rapport à Steam qui finalement adresse aussi cette cible-là? Alors Steam, on est déjà dans du téléchargement. D'accord. Donc en fait, sur ces PC-là d'entrée de gamme, qui ont finalement un stockage très limité, un CPU et un GPU très limité, c'est compliqué d'avoir toute sa bibliothèque Steam ou même une partie de sa bibliothèque Steam sur ces PC-là. Donc en fait, nous, on amène une solution que Steam n'est pas capable d'amener. Donc purement en termes techniques. Après, en termes d'usage, on est sur une cible, nous, très grand public. Si vous regardez la UX, donc l'interface utilisateur de Black Knot, on est sur quelque chose qui ressemble à du Netflix. C'est simple, c'est facile, on clique, on joue. Une interface Steam reste assez gamer, assez compliquée, il faut chercher son jeu. On est aussi perdu dans un océan de jeux. Dans Black Knot, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de la curation de jeux. Donc on est une chaîne éditorialisée, on va sélectionner un certain nombre de jeux, donc on simplifie l'accès. Donc allez, cliquer sur le jeu et ça marche. Et la découverte, trouver facilement le prochain jeu auquel on va vouloir jouer. Alors vous travaillez également en B2B, c'est-à-dire vous venez de passer un accord avec Amazon pour être justement la partie gaming des distributions de jeux en ligne de ces géants de la distribution, que ce soit tout à fait. Amazon. Donc en fait, on travaille avec les plus grands distributeurs. L'idée, c'est on a une approche B2C en marque propre, donc c'est la marque Black Knot qu'on met en avant. On pense que c'est une bonne idée parce qu'à la fin, c'est effectivement ces marques-là qui dominent. Hein. On pourrait être en marque blanche, on voit que ces solutions-là finissent par disparaître. Les géants de la musique et de la vidéo, c'est Netflix, c'est Spotify, c'est Deezer. C'est pas une marque obscure, on va dire, qui s'est vendue en marque blanche à des distributeurs. Donc clairement, on est en B2C par rapport à ça. Mais on s'appuie sur de très gros distributeurs. Donc on s'appuie sur effectivement les Amazon, les fabricants de PC, les opérateurs de télécom, les fabricants de télé. Donc tous ces gens-là finalement sont nos amis parce qu'on va transformer du hardware qui n'était pas forcément fait pour ça en console de jeu. D'accord ? Donc c'est du hardware qui n'avait pas forcément beaucoup de GPU, beaucoup de CPU, beaucoup de stockage. Un jeu, ça peut être plusieurs dizaines de gigas. Sur une TV connectée ou sur un PC d'entrée de gamme, c'est compliqué. On préfère garder ça pour ses propres vidéos ou pour ses photos. J'aurais juste voulu que Laurent, tu nous rappelles ce qui s'est passé sur la musique, puisque tu t'occupes de l'ensemble des biens culturels chez GFK, sur la musique et sur la vidéo en termes de dématérialisation et justement de streaming, Netflix, Spotify. En termes de dématérialisation sur la musique, le téléchargement définitif, il a quasiment disparu. Il a été emporté par le streaming. Aujourd'hui, la valeur du streaming audio, et je parle même pas de YouTube, donc tout ce que vous écoutez comme musique sur YouTube en vidéo, la valeur du streaming purement audio, donc Spotify valorisé ce matin 30 milliards, 26,6, voilà. C'est plus de 50% de la valeur de la musique enregistrée aujourd'hui. Donc en 10 ans, le flow a été assez continu, mais on est déjà à plus de 50% de valeur sur le streaming audio. Et encore une fois, j'ai pas le streaming vidéo. Et la musique, c'est assez simple en fait. Hein, on a recréé le jukebox. Voilà, donc avec une valeur à 10 euros qui en fait avait bien ciblé quelque part le consommateur. Et aujourd'hui en France, rien qu'en France, on a plus de 4 millions d'abonnés streaming. Donc on est vraiment là maintenant dans le mass market et ça génère maintenant le cœur de la valeur de la musique enregistrée. Sur le marché de la vidéo, ça a été un petit peu plus compliqué. En tout cas en France, parce qu'en France, il y a la chronologie des médias qui fait que des services de type Netflix peuvent pas proposer de produits frais, j'allais dire ça comme ça, notamment sur le cinéma. Donc ils ont tourné ça via des exclusivités, notamment sur des séries. Néanmoins, aujourd'hui, on parle du rachat de Europa, la société de Jean-Luc Besson. Et on parle du rachat possible de Europa, la société de Besson par Netflix. Aujourd'hui, c'est pas juste un provider de vidéos, c'est un producteur. Donc, on le verra peut-être encore à Cannes cette année. Voilà. Mais aujourd'hui, Netflix en France, c'est plus de 2 millions d'abonnés. Certainement, on n'a pas les chiffres exacts. Ça, c'est les abonnés payants. Mais si vous prenez les gens qui bénéficient des comptes d'abonnés payants, on doit être certainement à plus de 4 millions, 5 millions de foyers qui accèdent en fait à Netflix. Et là en fait, et moi je suis pas devin pour demain le jeu sur ce type de modèle-là, je suis pas devin, mais quand on voit Netflix en France avec toutes les contraintes que ça a en termes de chronologie, aujourd'hui il y a plus de 4-5 millions d'abonnés, en streaming on est à plus de 4 millions d'abonnés en audio, je veux dire il y a une habitude de consommation qui va finir aussi par emporter quelque part les autres marchés. Alors, notre marché culturel, il y a le livre, il est un peu à part, hein, on va dire ça. Mais sur le jeu vidéo, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Et après, en termes de rapidité d'adoption du streaming jeu, alors encore une fois, difficile à dire. Néanmoins, toutes les conditions sont réunies pour que ça puisse marcher. Et on n'est pas à l'abri d'une flambée de ce type d'offre aussi. Parce que si je prends Netflix en France, ça a flambé début 2017. Avant, ça frissonnait, mais en quasiment 6 mois, on a pris 1 million et demi d'abonnés en plus. Donc ça peut aller très très vite, modèle SVOD en France, comme ça peut aller plus lentement, mais sûrement, comme le streaming audio depuis 10 ans, avec aujourd'hui, d'ailleurs, des services, alors on parle de Netflix, on parle de Spotify, aujourd'hui c'est des géants, mais il y a 10 ans, c'était rien, ça n'existait même pas. Donc en fait, l'ordre établi quelque part de tous ceux qui distribuent, qui éditent, peut être remise en cause sur une filière en 5 ou 10 ans. Voilà. Donc, je veux dire, il y a une place et il y a certainement une chance pour ces services-là à terme. Bon, ça c'est l'ambition de Bled, hein, d'être le géant dans 10 ans. Simplement, comment vous allez faire pour convaincre aujourd'hui des consommateurs qui n'ont pas l'habitude de ce process de location d'y passer? Je ne sais pas, peut-être que ce qui s'est passé au niveau des voitures, les LOA, des choses comme ça, dans l'habitude de consommation. Non, en fait, nous, le produit qu'on fait, aujourd'hui, on le dédie au marché du gamer, c'est un choix, mais c'est un choix marketing, dans le sens où, il y a parce qu'on est des gamers nous-mêmes, donc ça nous fait plaisir, mais aussi parce qu'en fait, c'est en termes d'utilisation d'objets technologiques, c'est la population qui est la plus avertie, la plus connaisseuse. Et si on arrive à les convaincre et à leur donner envie, à les faire tout simplement passer à notre solution, la force de recommandation qu'ils vont avoir derrière, elle va être extrêmement forte pour dire, ça marche, c'est vachement bien. Et en fait, nous, notre ambition, elle est, c'est grandiloquent quand on le dit, mais après, quand on prend 1 heure pour en discuter, ça devient beaucoup plus réaliste. C'est de remplacer tous les endroits où il y a du processing local. Donc là, on fait du PC gamer, grosse carte graphique, des gros prix d'achat, des coûts de maintenance qui sont assez élevés, une consommation électrique qui est très très forte, et des renouvellements qui se font entre 2 et 4 ans selon les cibles, où on enlève toutes ces problématiques-là. Mais demain, en fait, on va être capable de faire des offres beaucoup moins chères sur des populations qui sont beaucoup moins demandeuses et tout simplement fournir un ordinateur familial pour non plus 30 €, mais peut-être 15, 5, 10, on ne sait pas, on verra, on calculera le prix à un moment donné, mais on va être capable de baisser le coût d'accès à un environnement informatique énormément. Et surtout, on le sait, dans les 3 à 5 ans qui viennent, on va avoir un déploiement de 5G qui va arriver. Et là, du coup, on va commencer à avoir les discussions qui vont devenir très marrantes. C'est qu'on va être capable technologiquement de faire un téléphone portable qui sera plus puissant que tout ce qu'il y a sur le marché, qui aura une batterie de 5 jours et qui, en plus, ne perdra jamais ses données et qui coûtera moins de 100 €. Grosso modo, c'est après l'équation dans laquelle on travaille. Pourquoi ? Parce que ce qui coûte cher dans un téléphone portable, c'est pas l'écran, c'est le processeur. Et le processeur intégré, à partir du moment où il y a besoin de décoder de la vidéo, ça coûte beaucoup moins cher. Et donc c'est pour ça, en fait, nous, le gaming, il y a une énorme ambition dessus. D'abord, parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on pense que c'est un marché qui est intéressant, qui est important. Mais l'ambition va aller beaucoup plus loin, puisque tout endroit où il y a un PC aujourd'hui, on va pouvoir mettre ce qu'on fait. Là où il y a une tablette, on va pas mettre ce qu'on fait. Une des choses qu'on est en train de développer, qui devrait sortir, j'espère, dans quelques jours / semaines, et c'est une refonte, entre guillemets, c'est une surcouche de l'interface Windows qui permet d'utiliser de manière très très simple Windows sur tous les autres écrans, que ce soit une télé, un téléphone, une tablette, etc. Et donc du coup, de garder l'expérience de jouer à un jeu PC avec une qualité PC en 4K 120 FPS sur un téléphone portable ou sur une tablette, parce que à ce moment-là, je suis en train de me déplacer et je veux le faire. On a déjà des utilisateurs qui le font parce que techniquement c'est possible, mais ça en plus, le but c'est de le rendre en plus facile. Juste avant de libérer, tu prends tes paris pour 2018 sur le marché du PC gaming ? Nos paris, c'est encore de la croissance sur les ventes de hard en tout cas, même si et un prix moyen qui devrait se maintenir. Voilà. Malheureusement, on n'a pas de vision sur ce que vous pouvez faire. Je pense qu'il y a à mon sens, il y a un vrai potentiel sur ce type d'offre. Je pense que l'enjeu, il est aussi sur la qualité de jeu et sur en ligne. Quand on démontrera aux gamers la capacité de ce type d'offre à suivre techniquement, après derrière, je pense qu'il y a un vrai potentiel pour ce marché-là. Après, il faut aussi réussir à convaincre des consommateurs de payer un abonnement pour ce type de produit, ce qui a mis du temps, notamment sur l'audio. Sur ça, on est assez transparent, parce qu'on le dit même dans les médias, on a dépassé les 20 000 utilisateurs en 3 mois. Voilà.
ça peut donner une idée pour la France. Et on a ouvert le UK qui commence tout juste, l'Allemagne qui arrive, Californie, Luxembourg, Belgique, Suisse, Nordiques qui arrive. Mais voilà, ça peut donner une idée de dynamique. Ouais. Un petit peu moins parce qu'il y a quelques Belges et Suisses dans le lot, mais ça donne une échelle. Merci. Je crois qu'il y a une table ronde sur la télévision, les téléviseurs plutôt d'ailleurs, qui arrive.